Monsieur Éric Gagné, bonjour. Salut. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Ben, merci à vous. Éric, on a parlé beaucoup du début du jeune Monsieur Éric. On a parlé un peu comment il a appris de la musique, tout ça. On va parler d'aujourd'hui. Du vieux. Éric, on parle de musique. D'abord, aujourd'hui, je sais que vous avez eu, il y a quelques années, vous avez fait des spectacles dans la région de Portneuf, vous en avez fait un peu partout en province, au Nouveau-Brunswick, des spectacles d'accordéon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez eu à un moment donné un accident, c'est bien ça? Oui, j'ai eu un accident de travail, pour être précis, parce que je suis très chiffre. Le 24 avril 2018, dans le fond, je vais faire rapido, j'ai un disque qui a éclaté dans le dos, fait que j'ai été 3 ans, je pouvais plus jouer, là, j'avais trop de douleur, fait que j'ai été 3 ans en arrêt de travail et en arrêt de musique, en arrêt de pas mal tout. À ce moment-là, on était, parce que j'ai fait à peu près une quinzaine d'années avec la famille Robert Pinard, là, le fameux Robert au carré que je parlais tantôt. On faisait des galas, on était l'orchestre attitré là, pour des galas, des spectacles, ces choses comme ça. On était beaucoup au Madrid, l'ancien Madrid, là, sur le bord de l'autoroute 20. On a été là plusieurs années, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. On faisait des festivals l'été, tout ça. Ensuite, le groupe a comme arrêté parce qu'à un moment donné, les chiffres montent. Fait que le groupe a comme arrêté. Puis moi, j'ai transféré avec les Cuillères à carreaux, le groupe des Cuillères à carreaux, et avec ma femme du moment, Lynn Saint-Onge. Fait que là, on est membre des Cuillères à carreaux, mais on va dire mon accident de travail est arrivé un peu au bon moment. Il y a eu la fameuse pandémie aussi dans ce temps-là. Fait que tout a arrêté. Fait que ça m'a permis de prendre le temps de penser à moi, de guérir, puis puis là, ben, on fait un retour là, dernièrement depuis 1 an. Là. Mais vous avez recommencé à pratiquer. J'ai recommencé à pratiquer tranquillement, pas vite, parce qu'on se le cachera pas, hein, le cerveau est un ordinateur très particulier puis très efficace. Il s'agit de recommencer à reprendre, puis c'est comme on disait pour le drum tantôt, c'est comme le bicycle, là, ça se perd pas. Hein? On recommence à jouer tranquillement, puis il s'agit de... C'est surtout, c'est peut-être bizarre à dire, mais c'est surtout la mise en forme. Le doigté, ici, on pogne des crampes là, quand on joue pas assez souvent, fait que c'est juste la mise en forme. Il s'agit juste de jouer quelques tournes par jour, puis tout revient. C'est fascinant, le cerveau humain. On en parle justement des pratiques. Est-ce que depuis ce temps-là, tu pratiques beaucoup ou si c'est selon le besoin? C'est aléatoire, je te dirais. De dire que je pratique beaucoup, non. Parce que je suis à un moment dans ma vie que ma carrière professionnelle prend beaucoup de place, est très importante. Fait que c'est devenu, puis veut pas, avec la blessure, quand je joue, ça m'occasionne de la douleur. Puis les cheveux gris ont sorti, fait que veut pas, on vieillit. Je suis rendu à une étape de ma vie que je joue vraiment pour m'amuser. On fait une dizaine de spectacles par année avec les Cuillères à carreaux. De temps en temps, on descend dans le sous-sol, je joue avec ma femme. Quand on a une petite rage de musique, on joue. Mais c'est vraiment quand je le ressens puis quand ça fait mon affaire de jouer. Là. Donc, le plaisir avant tout, oui, 100%. Puis, évidemment, ce que je suis en train de faire là, de transmettre la passion puis de transmettre On est rendu à un certain âge, on est rendu à transmettre notre savoir, si on veut. J'aime pas ça dire ça parce que c'est... Mais c'est de transmettre nos connaissances puis notre passion. Là. Pourquoi vous n'aimez pas dire que vous transmettez? Ben, je veux pas avoir l'air prétentieux. Je veux pas avoir l'air de... Je vous transmets mes connaissances. Je suis pas ce genre de personne-là. Oui, je comprends. Donc, ça veut dire que vous aimez transmettre votre passion. Oui, exactement. Ben, mes connaissances aussi, là, les gens qui ont des questions, ça me fait toujours plaisir de répondre. Est-ce que Éric serait intéressé à enseigner à un moment donné? On parlait de patience tantôt. Ouais. J'ai pas cette patience-là, malheureusement. Puis, j'ai de la difficulté à... Étant donné que je suis une personne qui apprend beaucoup autodidacte, que j'ai tout appris par moi-même, j'ai de la difficulté à expliquer comment faire aux gens. On dirait que j'ai vu que ça se fait tellement par moi-même que j'ai de la difficulté à exprimer comment faire. Fait que c'est... Parce que jouer et enseigner, c'est 2 mondes complètement différents. Puis
sais sûrement de quoi je parle, t'es enseignant puis tout ça, puis je pense que c'est un don puis c'est une profession enseigner, puis je suis assez humble pour reconnaître que c'est pas mon domaine. OK. Mais par contre, vous êtes ouvert quand même Ah à des oui, questions. ah puis oui, des- ben oui, puis si il y a un jeune ou peu importe qui, on disait tantôt c'est de tout âge, vient à côté de moi puis il dit hey, cette tourne-là, là, tu sais, cette petite passe-là, tu fais ça comment, puis tout ça, ça va me faire plaisir de le montrer, là. Dans le style d'accordéon que vous jouez, Ouais. c'est la une rangée, Une rangée, 3 rangées. 3 rangées. Ouais, exact. Donc, les styles à Robert Boutette, autrement dit. Ouais, Robert Boutette, Tidré Pagé, Ouais. tous les gens là, de la région de Portneuf, Ouais. Gilles Paré aussi, Ouais. Mario Veillette, toute cette Gaston Nollet aussi, là, Ouais. tous les joueurs de 3 rangées. Puis sur la petite, ben, comme je disais tantôt, là, Régent Simard, Régent Lisotte, Marcel Messervier, tous ces répertoires-là, là, c'est... Aujourd'hui, vous faites des spectacles avec les cuillères à carreaux, Oui, c'est bien exactement, ça. exactement. Qui sont des gens de la région d'ici, Oui, Paul? tous les gens de la Mauricie. La Mauricie. Oui, exactement. C'est pas d'aujourd'hui, ce groupe-là, là. Non, ils fêtent leurs 25 ans cette année. Oui. Oui. OK. Et à ce moment-là, eux autres, bon, il y a des... il y a des guitaristes, il y a Ouais, des... dans le groupe, dans le fond, il y a moi à l'accordéon, il y a Madame Lynne Potier au violon, Sylvain, j'ai un blanc de mémoire, Sylvain à la guitare, après ça, il y a Nicolas Gosselin à la basse, puis ma femme au piano, puis évidemment, on chante toute la gang. Mathieu Bergeron au Kahong aussi, qui fait le beat, là. Puis Pascal Doucet, qui est le chanteur et mentor fondateur du groupe, là. OK. Et là, vous avez des contrats pour aller faire des spectacles. Quel genre de Ouais. spectacle? Est-ce que c'est juste des spectacles de danse, des spectacles comme ça? C'est un spectacle, on est la bottine version clown. D'accord, OK. C'est du monde qui sont tous comme moi, c'est du monde qui aime avoir du plaisir, qui aime avoir, fait qu'on fait de la musique traditionnelle, répertoire traditionnel, on fait, on va dire des covers, là, des tunes de la bottine justement. Sylvain qui est un compositeur hors pair, qui fait il compose des chansons aussi, fait que c'est ce qu'on fait là, comme spectacle, là. Est-ce que vous en avez plusieurs par année, par mois? On fait une dizaine, 10-12 shows par année, 10-12 spectacles par Est-ce année. que c'est régional? Ou c'est... Régional, mais on fait un peu partout au Québec aussi. Au mois d'avril dernier, on est allé à Sept-Îles. Là. Fait que Ah ouais? des fois, on est même allé à la baie James. Pour les gens qui travaillent là-bas, les gens qui travaillent là-bas Ouais. sont là un mois, ils reviennent. Là. Fait qu'on était allé jouer pour faire leur spectacle de Noël. Là. Ah, ben c'est bon. Oui, ça. exact. Donc, vous êtes demandé, là, les gens vous connaissent, puis... Oui, exactement. Est-ce que vous faites juste les cuillères à carreaux? Ouais. Il n'y a pas d'autres... Non, ben ok. je fais quelques petites apparitions là, de moi-même. Là. J'ai fait le calendrier de l'Avent qui est Oui. géré par Antoine Mallette et Oui, sur Kevin, Internet. là. Kevin Desrosiers, oui, c'est ça. Ouais. Je vais être à Montmagny cette année pour l'édition du 35e 2024. Pour le festival d'accordéon? Ouais, pour le festival d'accordéon de Montmagny à la fête du travail, là, qui est du 30 au 1, du 30 au 2. Fin août, début septembre. Exactement. Éric Gagné, merci beaucoup. Fait plaisir. Bonjour, Éric Gagné à l'accordéon, accompagné de Lynne Saint-Onge au piano, ma femme. La prochaine pièce, dans le fond, ça va être un enchaînement de 2 pièces. Je vous ai parlé de M. Mondou, Georges Mondou, le cuilléreux qui nous suivait partout. Monsieur Gino Lavoie, lui, a composé une pièce, puis Robert Boutette aussi, mon ami, a composé une pièce pour Georges Mondou. Fait que je fais l'enchaînement des deux qui deviennent les hommages à Georges Mondou. Sur une accordéon en Do, fabrication de Robert Boutette, qui est un autre ami de la musique, monsieur Henri-Paul Vouligny, qui est décédé il y a quelques années. J'ai réussi, dans le fond, à récupérer cet accordéon-là pour souvenir, puis on disait perpétuer la musique tantôt, mais encore mieux si on la joue sur des instruments d'amis. C'est encore mieux.
Madame Louise Sanche, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. On est aujourd'hui à l'émission Amusons-nous jeunesse. On parle de l'instrument de la harpe. Bon, on va parler encore un petit peu de vous parce que dans les précédentes entrevues, on a parlé de vos origines et tout ça, des expériences que vous avez vécues. On est maintenant à l'université. Vous avez appris le piano. Oui, c'est ça. Même avant, dans le fond. Oui. Mes cours ont commencé à l'âge de 7 ans. Oui. Ensuite, je suis allée au conservatoire à Québec. Oui. Puis ensuite, je suis rentrée au cégep et à l'université en musique. Bon, justement, vous avez appris le piano jusque-là. Qu'est-ce que fait? Bon, vous avez dit un petit peu que vous avez... c'est grâce à des émissions de télévision que vous avez eu le goût pour la harpe. Mais qu'est-ce qui a fait, justement, que vous avez été capable d'avoir une harpe, justement? À l'école, il y en avait déjà? Oui, ça, c'est une bonne question. Ouais. C'est sûr, parce que ça, on trouve pas ça à tous les coins de rue. Ben non. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui arrivait, c'est qu'à l'université, on devait choisir un instrument secondaire. Et puis, je me permets de vous raconter un peu l'histoire. Oui. Comme je disais dans une autre entrevue, j'étais toujours attirée par la harpe dans l'orchestre. C'est vraiment par l'orchestre que j'ai été attirée vers cet instrument-là. Puis là, je me suis dit, bon, non, là, je suis pas pour apprendre la harpe. C'est un instrument qui est vraiment trop dispendieux. Non, je vais être raisonnable. Je me suis inscrite en flûte à bec. J'allais m'acheter une belle flûte à bec en bois et je ne suis pas allée à mon premier cours parce que ça m'empêchait de dormir. Puis j'ai dit non, c'est la harpe que je veux apprendre. Donc, c'est ça l'histoire. Alors là, l'histoire a commencé comme ça. Wow! Quelle belle histoire! J'ai eu 2 professeurs, en fin de compte, différents, du cégep à l'université. Et j'ai adoré ça vraiment beaucoup, là, étudier cet instrument-là. Est-ce que vous avez parallèlement continué votre piano? Toujours, oui, Donc, toujours, oui. À l'école, oui. Vous aviez l'instrument de base qui était le piano. Le piano. Mais en parallèle, vous aviez la harpe. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez continué la flûte à bec ou la flûte a été simplement congédiée? Mis dans un tiroir. Dans un tiroir. Oui. Bon, plus de flûte. Oui. Donc, il faut y aller vraiment selon ce qu'on aime, selon nos inspirations. Oui. Ça, la vie me l'a appris. Il faut toujours écouter ses rêves, puis c'est pas parce qu'on pense qu'on ne pourra pas, non. Quand on veut, on peut. Puis ça arrive. Ça fonctionne. Enfin, je vais vous raconter. Vous allez voir. Allez-y. Fait que dans le fond, donc, vous demandiez comment j'ai eu... Bon, alors oui, évidemment, à l'Université Laval, il y avait une harpe. C'était une grande harpe qu'on avait de disponible pour nos cours. Puis, on avait l'accès dans ce local-là pour aller pratiquer. On n'était pas beaucoup, on était peut-être 2 ou 3 étudiantes. Donc, on se partageait le local, sauf qu'évidemment, il fallait y aller les fins de semaine, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, ah là, j'aimerais vraiment ça avoir ma harpe à moi. Fait que donc, j'étais allée à New York avec ma cousine, qui avait de la parenté là-bas. On est allé voir des harpes. Puis peut-être dans le but d'essayer d'en trouver des usagers. Finalement, je suis revenue bredouille. Et puis après ça, j'ai une amie qui était avec un Breton, qui partait là-bas. Puis là, j'ai dit à mon ami, il s'appelait Jean, écoute, là, tu regardes si jamais tu trouves des harpes usagées, des grandes harpes, parce que, évidemment, à l'Université Laval, c'était les grandes harpes, là, comme je disais tout à l'heure. Mais j'ai dit, regarde, c'est pas grave, s'il n'y en a pas, tu m'en ramènes au moins une petite, là, 20 cordes, mais je veux avoir ma harpe. Puis ça, on parle d'il y a plusieurs années, évidemment. Donc, finalement, je reçois des photos de cette harpe-là, qui était, dans le fond, vraiment nouvelle, qui venait d'être inventée.
C'est un compromis entre la petite et la grande. Elle a 34 cordes, comparé à la grande harpe qui en a 47. Donc, c'est encore mieux que ce que je m'étais dit, une vingtaine de cordes, c'est sûr. On n'a pas le même répertoire qu'on peut faire avec ça. Donc, il m'envoie des photos, tout ça. Puis le fait qu'il était ébéniste, j'avais confiance en lui. Il a regardé la qualité du bois, tout ça. Puis il dit, ouais, je pense que c'est bien. Donc, finalement, au bout de quelques mois, ils l'ont fabriqué, tout ça. Puis ils l'ont envoyé par bateau. Elle est arrivée en bateau. J'ai été la chercher à Montréal. C'était la première harpe Camac vendue au Québec. Ah oui. Puis depuis ce temps-là, ça a beaucoup évolué, la facture de l'instrument, mais il y a toujours ce modèle-là. Ils en font des plus petits, puis même récemment, ils ont, récemment, je dirais, je ne sais pas exactement, peut-être une quinzaine d'années, ils ont même commencé à faire des grandes harpes à pédales. Ils sont magnifiques. D'ailleurs, je suis allée les voir il y a 4 ans, là-bas directement. J'ai été voir comment c'était fabriqué en Bretagne, directement, au petit village de Mouzeille. Donc, c'est un peu ça l'histoire de ma harpe. Donc, dans ce temps-là, tu vois, j'avais à peu près 27 ans, j'étais à l'université. Puis ça m'a ouvert les portes à un monde que je connaissais pas, puis que j'aime vraiment beaucoup, finalement. Ça m'a ouvert le monde à la musique ancienne, la musique du Moyen-Âge. Parce que finalement, cet instrument-là était très populaire au Moyen-Âge. Fait que... il y avait un groupe de musique ancienne à l'Université Laval, puis ils sont venus me chercher, puis j'ai participé avec eux, donc j'ai adoré ce monde-là. Donc, vous êtes à l'école, vous avez appris les techniques, vous avez appris la base, vous avez appris comment vous en servir. Oui. Et aujourd'hui, ben c'est ça, c'est grâce à ça là, que... Est-ce que vous faites des concerts aujourd'hui? Oui, toujours, Ah oui? Oui, j'ai toujours fait des concerts, oui. Oui, c'est ça. Même dans ce temps-là, à l'université, déjà à travailler pour qu'on sorte un peu avec ces instruments-là. Oui. On allait jouer, puis oui, c'est comme ça. Peut-être démystifier aussi l'instrument auprès de la population. Oui, exactement. c'est ça. Est-ce qu'on peut jouer tout genre de musique avec cet instrument-là? Est-ce que c'est une musique particulière? Bon, ben justement, c'est là que la facture de l'instrument, c'est-à-dire, dans le fond, comme j'expliquais tout à l'heure, moi à l'Université Laval, c'était la harpe classique, la grande harpe, tout ça. Et puis, on pourra avoir la chance de l'expliquer dans une autre entrevue, mais je vais me concentrer sur celle-ci, dans le fond. Ce que je faisais avec celle-là aussi, c'est la musique celtique. Évidemment, ce qui arrive, tu sais, tout à l'heure, je disais que c'était populaire au Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, mais dans l'évolution, dans l'histoire de la musique, par exemple, tout le monde a entendu parler de Jean-Sébastien Bach. Il y avait beaucoup d'altérations à ce moment-là. Donc là, la harpe, on n'a pas pu l'utiliser parce que, dans le fond, les altérations se font par ici, comme ça. Tu sais, on pourrait comparer ça aux touches noires et blanches d'un piano, que tout le monde connaît bien. Alors, c'est par des petites clés comme ça qu'on peut faire le changement d'altération. Donc, évidemment, dans la musique qu'on appelle baroque, finalement, on est à l'époque baroque, on parle de 1600 quelque chose, c'était plus possible. C'était une gymnastique presque impossible à réussir, de toujours être en train de jouer, parce que finalement, on joue, puis il faut changer les cordes, les petites clés qui sont en haut pour que les cordes changent de tonalité, de hauteur. Alors, c'est un petit peu ça l'histoire. Donc, la harpe, elle a été tassée.
Alors, il y a beaucoup de répertoires Moyen-Âge, Renaissance, sauf que après ça, on a une petite pause. Mais il y a des gens qui ont continué d'essayer d'exploiter, d'être capable de réussir. Il y a quelqu'un qui a inventé une harpe qui avait 3 rangées de cordes qui s'entrecroisaient comme ça, ce qu'on appelle une harpe baroque, pour être capable de suivre justement tout ce chromatisme-là. Mais c'était extrêmement compliqué. Il y a encore peut-être quelques rares harpistes dans le monde qui se consacrent à cet instrument-là. Madame Louise Sanche, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bienvenue. Monsieur Sylvain Rodrigue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. On parle d'instruments de musique un peu étranges, on peut dire, ou peut-être moins connus. On parle de la guimbarde. Alors, on a parlé justement de type, de sortes de guimbarde. Ben là, on en a d'autres sortes un peu bien fun. C'est tellement un ancien instrument qu'on ne sait pas trop à quand ça date, tellement c'est vieux. On a trouvé ça dans des reliques. Les instruments que je vais vous présenter, tantôt j'ai parlé d'un instrument avec une corde. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais j'ai son frère, un instrument frère, qu'on appelle la gangong. Elle vient d'Indonésie. Elle est en sol. Elle sonne, moi je trouve qu'elle sonne un peu comme je sais pas, un rough. J'aime beaucoup son son. C'est fait en bambou. Évidemment, c'est une seule langue. Si on la regarde comme il faut, une languette avec deux types de formes. Il y a une partie ici, une cavité, dans laquelle on va mettre notre bouche. On la cote l'instrument comme ça sur la bouche. Elle est vraiment sculptée, celle-là. Particulière. Elle sonne vraiment très rough. C'est pas une lame qui résonne longtemps parce que c'est du bois. Puis je pense qu'il y a une couche de bambou dessus. Je sais pas trop comment. Oh ben non, c'est un bambou épais et très sculpté. Vraiment très sculpté. Étant grave, là, je peux arriver à faire plus une mélodie. Mais à cause que la note n'est pas très longue, c'est plus difficile. Mais comme effet sonore, watch out! J'en ai un autre aussi, du même type, mais accordé différemment. La gangong. Maintenant, il y en a une que j'adore vraiment beaucoup. Celle-là est pas du tout dans la famille des guimbardes. On ne sait même pas c'est quoi son nom tellement elle est ancienne. J'en ai fait faire par un gars. Je l'ai fait fabriquer. C'est une commande finalement. C'est une petite cuillère ici qu'on met dans la bouche avec une toute petite maillotche. Tu sais, en Asie, il y a une chaîne de montagnes ou deux qui regroupe toute l'Asie au complet. Dans la cime de ces montagnes-là, il y avait des peuplades qui ont inventé cette guimbarde percussive. En Amérique, elle a été reprise, elle a été refaite, puis je pense qu'une seule personne qui l'a vendue, il appelait ça un claquemore.
bizarre. Il est un petit peu artisanal, tu sais, j'aurais à l'améliorer. C'est parti d'une image que j'ai vue et j'ai reconstitué quelque chose que je devrais retravailler un peu plus parce que mon instrument à la base, c'est la percussion. C'est ça qui m'a attiré vers le claquemore. Dans ces cimes-là, en Asie, je ne sais pas si ces gens-là venaient de quel pays exactement. C'était-il des Mongols ou je ne sais pas, peu importe d'où ils venaient. L'instrument ne s'appelait pas claquemore. Il y a un nom que je ne suis pas capable de prononcer, mais il est très intéressant. Puis, pour finir, probablement la guimbarde la plus ancienne, on l'appelle l'arc à bouche. Ça non plus, on n'est pas capable de trouver ça dans un magasin. Il faut soit se le fabriquer, ou il y en a qui font ça avec des cordes de guitare. Ça sonne vraiment mieux. Mais moi, je suis allé chercher la version la plus brute. Je l'ai fait fabriquer encore là par un artisan. Puis la membrane, c'est du rotin. Du rotin, on trouve ça sur des chaises, tu sais, des vieilles chaises tissées en rotin. C'est rough comme corde. La partie ici qu'on met dans la bouche, elle est ici. Puis j'ai fait une tentative, j'ai dit, fais-moi donc des frettes comme une guitare. Ça marche, pas pire, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est un instrument que j'adore parce que moi, les instruments que j'aime le plus, savez-vous c'est quoi? C'est les instruments qui sont le plus primitifs possible. Quand je dis primitif, ça veut dire les plus simplement construits, comme la guimbarde, l'harmonica, puis même les percussions à la limite. Alors, l'arc à bouche. On parle d'Afrique, évidemment, parce que l'Afrique, c'est vraiment le berceau du monde. Tout vient de là. Fait que c'est très, très vieux. On parle de milliers d'années, peut-être aussi vieux que la harpe ou la flûte. Merveilleux. Monsieur Sylvain Rodrigue, merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. À bientôt. Madame Lynne Saint-Onge, bonjour. Bonjour, Monsieur Tony Vézina. Bienvenue. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Merci de m'inviter. Lynne, vous avez parlé tout à l'heure, dans l'entrevue précédente, vous avez parlé que vous aviez certains legs, certaines choses que des gens vous ont données. Oui. Et vous avez proche de vous des ceintures fléchées, on en voit plusieurs. Oui. Il y en a une en particulier que vous avez peut-être une affection. Pouvez-vous nous en parler? En fait, si je vous parle d'affection, je vais vous parler de celle-là. Si je vous parle de legs lointains, je vais vous parler de celle-là. Parce que toutes les ceintures que vous voyez ici, vous avez toutes connu, et ceux qui ont principalement en dessous de leur teinture une couleur comme la mienne, des bonnes années dans tous les cantons et tout ça, avec Tiblan Richard, Jean Collard et tout ça, la relève, la Bastreigne. Toutes ces ceintures-là ont appartenu au groupe de la Bastreigne. Mais plus précisément, le grand violonneux qui était mon beau-père, Robert Pinard, ça a été la ceinture que Robert a revêtie pendant toutes les années, qui a fait des spectacles
autant dans tous les cantons et tout ça. Mais pour en venir à ça, Robert a été choisi par, on l'appelait dans le temps, Monsieur Folklore, Tiblan de son nom, Tiblan Richard, quand il s'est vu pris, malheureusement, à affronter la fin de vie, a décidé que Robert devenait celui qui serait son héritage au point de vue violonneux pour accompagner avec son orchestre dans tous les cantons et tout ça. Et il lui a dit, Robert, cette ceinture-là, elle me suit. Même quand la bédaine m'a grossi, je l'ai agrandie, puis elle a toujours été avec moi. Alors, cette ceinture-là vient de notre grand folkloriste Tiblan Richard, que Robert a porté, bien évidemment, tant il faisait dans tous les cantons et tout ça, pour rendre hommage à Tiblan. Et par la suite, ça a été celle-là. Pour les jeunes qui commencent ou qui apprécient beaucoup le trad, ben c'est un immense plaisir de pouvoir dire que les ceintures fléchées ont fait partie intégrante de ce legs et de ce bout de tissu non moins important qui revêtait si bien le trad. Alors, c'est mes origines et mes legs importants. La ceinture fléchée que l'on parle ici était une tradition lorsqu'il y avait des événements spéciaux. Alors, vous, à ce moment-là, de vos connaissances, vos amis la portaient, évidemment. Bien, en fait, oui. La ceinture fléchée était presque en soi un symbole rassembleur de tous les grands folkloristes. Donc, quand il y avait un spectacle, les gens portaient la ceinture, par oui, tradition. Oui. La ceinture fléchée, on la retrouvait beaucoup dans les quadrilles, quadrilles giguées, les groupes musicaux qui accompagnaient les musiques traditionnelles et tout ça, les grands folkloristes de ce temps. On retrouvait la ceinture fléchée qui était un élément en soi qui faisait partie intégrante de la musique folklorique. Même le bonhomme carnaval, je pense. Tout à fait. Parce que la ceinture fléchée, en soi, ça parle. Ça vient dire ici, on s'amuse. Ici, on a du plaisir. Ici, la musique est envoûtante. Ça fait partie des joies de la musique. C'est quasiment un drapeau. Quasiment. Un drapeau qu'on porte autour de la taille. Exactement. Lynne Saint-Onge, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Monsieur Gilles Royer, bonjour. Bonjour, Monsieur Vézina. Ça va bien, vous? Très bien, merci. Et vous-même? Oui, bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Bien, merci beaucoup. On a parlé lors d'un précédent épisode que, bon, on a parlé des débuts de notre ami Gilles, la fascination pour le drum, si on peut dire la batterie. Notre ami Gilles jouait avec des couteaux, des fourchettes, des assiettes, tout ça pour faire du bruit. Un ami, M. Pat Cochrane, a fait justement bon, vous avez eu votre premier drum, vous avez eu votre premier groupe à Cap-Santé, vous avez pratiqué à cachette avec vos amis, vous êtes fait mettre dehors d'un local et là, vous avez eu votre première noce. Comment ça s'est passé justement, le premier contrat que vous avez eu là? Racontez-nous. Oh là là, je n'ai pas de souvenirs précis de ce moment-là, sauf que j'étais tellement crampé ou crispé parce que j'étais gêné. C'est la première fois que je me présentais sur scène avec des musiciens. Puis, il semble-t-il que ce soit bien déroulé parce que le mariage a duré, puis
Nous autres aussi. On ne sait pas si le mariage dure encore aujourd'hui, Non, mais oui. au moins notre Gilles fonctionne encore. C'est le principal. Ben oui. Gilles, Oui. justement, on parle d'un aspect important que vous avez souligné, c'est justement de jouer de la musique devant un public. Mhm. Y a-t-il des trucs, justement, pour enlever notre gêne devant le public? Ou tu portes simplement ta musique, quelque chose que t'aimes, puis tu penses pas à ça? Est-ce que, d'après vous, il y aurait un truc là-dessus, ou si c'est simplement général comme ça, c'est d'y aller? Moi, j'ai jamais appris de trucs, mais sauf que à force d'en faire, Oui. la gêne finit par s'en aller. Oui. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment sorti de je sais pas quoi, là, de cette gêne-là. Oui. À force d'affronter les gens. Puis, de toute façon, à cette époque-là, on jouait toujours dans des hôtels. Oui. Alors là, ben, faut C'est un drôle de public, les c'est un hôtels. drôle de public de temps en Ouais. temps. Oui. Qui sont pas toujours, ils n'ont pas toujours leur tête à Non, une coupe ben, de bière. une coupe de bière, c'est ça. Puis moi, je m'étais laissé pousser une petite barbichette, là. Puis il faut dire qu'à l'époque, c'était pas si courant que ça, à part des grands-pères puis de tout ça. Puis j'ai eu à affronter des gens, des fois, à qui ça faisait pas plaisir de voir un barbu. Ah oui? Oui. Ben, Est-ce tu que sais, c'était parmi le public ou parmi la direction de l'hôtel? non, comme tel? non, c'était dans le public. Là. Tu sais, Ah, un ouais. coup qui ont pris un coup, là, tu sais pas Ouais. trop comment ça va faire. Là. Oui. Puis il y en a que j'ai découvert, j'ai réussi. J'ai parlé à un moment donné, vraiment, là, il m'intimidait juste à le regarder, de la manière qu'il me regardait. Puis j'étais allé le voir à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi le problème? Oh là, dis-moi, quand j'étais jeune, moi, j'aurais aimé ça avoir une barbe, puis mon père n'a jamais voulu, puis c'était comme une espèce je sais pas, de jalousie. Donc, vous avez contribué à influencer un peu la mode. Et voilà, je suis un précurseur. Un précurseur à Oui, l'époque. de oui. poil. Et parallèlement à ça, Gilles, vous Oui. vous aviez votre loisir de musique qui était un loisir là, super le fun pour vous, mais il devait à un moment donné y avoir un peu le travail, donc vous étiez capable de combiner travail et loisir en même temps. C'était quoi votre métier dans le temps? Ouh là, les métiers, j'en ai eu plusieurs. Oui. Mais les dominants, ouh là, j'ai travaillé dans l'imprimerie assez longtemps, dans le domaine de l'imprimerie. D'accord. Après, c'est ça. Oui. Là, j'avais besoin d'air. Fait que je me suis dit, là, je vais m'organiser pour travailler à l'extérieur. Fait que j'ai commencé à tondre des pelouses pour un de mes amis. OK. Fait que là, ça a duré 11 ans quand même, avec bonheur toujours. J'ai toujours aimé faire ce métier-là parce que je pouvais travailler tout seul. J'avais pas personne qui me poussait dans le dos, mais Oui. j'avais mon travail à faire et j'aimais ça. Jusqu'au jour où, après 11 ans, j'ai commencé à être un petit peu plus tanné de la verdure. Oui. Fait que mon ami pour qui je travaillais avait une petite compagnie de construction. Fait qu'il m'a engagé pour les 6 dernières années de mon... Ah oui. Ouais. Mais à l'époque, dans l'époque où j'ai commencé à jouer de la batterie, là, j'ai fait quand même plusieurs petites job-ins Oui. qui me laissaient mes fins de semaine libres pour faire de la musique. Puis quand j'ai commencé au début, j'allais encore à l'école. Ça fait que là, à ce moment-là, mettons, là, je faisais partie d'un groupe de Saint-Raymond qui s'appelait les Teenagers. Ah avec André Genois, toute oui? cette équipe-là. Oui. Puis Gilles Carotte, puis... en tout cas, on a joué au Salon Rouge, on jouait, je me sens, c'était je pense pas trop, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je pense. 4 soirs de suite. Ouais, ça fait que le vendredi matin, souvent, je n'allais pas à l'école parce que je m'étais couché trop tard. Le lundi, j'y allais pas tout le temps parce que je m'étais couché encore trop tard. Fait que ça a quand même pas si tant nuit à mes études, mais Oui. c'est ça. Ça allait comme ça. On faisait de la musique, puis il y avait de l'ouvrage. Fait que...
À l'époque, c'est ça, les hôtels, c'était plein là, de gens qui jouaient de la musique. Là. Oui. Il y avait beaucoup d'orchestres. Il y avait beaucoup de musiciens dans le comté de Portneuf. Là. Puis d'excellents musiciens aussi. Oui. Oui, il y a des gens, il y en a un encore la semaine dernière qui m'a demandé t'as-tu joué à Québec, toi? Ben, on n'avait pas besoin de jouer à Québec, nous autres, on avait tout dans le comté. Il y avait de l'ouvrage en masse, des noces. Là, dans ce temps-là, les gens se mariaient, mes amis. Oui. Alors. Donc, c'était ce qui suivait avec ça aussi, les enterrements de garçons. Oui, avant. Ils s'enterraient avant, puis après ça, ils se pendaient. Mais, ils se rachevaient. Oui. Fait que ça, on a appris toutes sortes d'affaires avec ça, parce que dans ces événements-là, il y avait toujours une matante, un mononcle, un ci, puis un ça, qui voulait chanter. Puis qui, heureusement ou malheureusement, ne savait pas tout le temps comment pratiquer la chose. Oui. Alors, ça suivait pas toujours les temps, puis ça en rajoutait. Fait que ça forme... Ça donne une belle expérience pour... Donc, vous êtes en train de me dire, Gilles, que ce que vous avez fait dans ces années-là, ces pratiques-là, a été une excellente école pour vous, pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le choix de vous adapter. On parle évidemment du Parc des Berges puis de la Maison de la Culture, qui est tough comme accompagnement. Donc là, ça a été probablement à cette époque-là une école puis qui vous aide beaucoup aujourd'hui, là. Oui, sûrement. Puis j'en parle souvent à des gens qui prennent des informations sur la musique ou qui disent « comment vous faites? Comment vous faites? » Bien, on l'a appris. On a travaillé dans ce milieu-là au début, là. Fait que, tu sais, Donc, parallèlement au spectacle, si on peut dire un spectacle que vous donniez à l'époque, on prend l'exemple du Salon Rouge, mais vous aviez aussi des gens qui se rajoutaient avec ces soirées-là. Des gens qui se rajoutaient? Oui, bien, je veux dire, parmi la foule, vous avez expliqué la madame. Oui. C'est bon. Mais ça, c'était pas nécessairement des spectacles. Nous autres, ce qu'on faisait, c'était plus de la musique de danse. Beaucoup, c'était dans les hôtels, les gens allaient danser la fin de semaine. Puis quand c'était une noce, bien, il y a des fois que ça dansait moins, mais quand même... On parlait tout à l'heure des danses à gogo, puis toutes ces danses-là, les twists, puis tout ça. Là, tout ce qui... C'était ces danses-là à l'époque. Oui, ben, c'était pas mal tout. Là, c'est ça a permis d'apprendre à jouer à peu près n'importe quel rythme. Puis on avait, après, quand je me suis retrouvé à l'hôtel Jacques-Cartier avec les Donaker, à ce moment-là, on faisait plus de Sud-Américains. C'était plus un petit peu UP. C'était un petit club UP. Fait qu'on a appris d'autres choses. Puis, fait que c'est comme ça qu'on apprenait. Alors, M. Gilles Royer, merci beaucoup. Bien, merci à vous de l'invitation. Monsieur Claude Mimot, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Merci. Monsieur Claude, on vous connaît un peu dans le comté de Portneuf dans différentes activités, des choses comme ça, mais on vous connaît peu au domaine de la musique. Et puis, vous êtes comment est-ce qu'on appelle ça? Un joueur de tambour? C'est bien ça? Oui, un joueur de tambour, ce qu'on peut appeler un tambour à Mayoche au Québec. Mais qui est reconnu aussi en Irlande comme étant le Boran, qu'on appelle. B-O-D-H-R-A-N. OK? C'est comme ça que l'instrument s'appelle. Et c'est de là vient aussi cet instrument-là, c'est d'Irlande. Oui. Ben justement, on va parler un peu des origines du goût de cet instrument de musique. D'abord, vous êtes musicien. Est-ce qu'on jouait chez vous de la musique? Absolument pas. Personne dans ma famille ne jouait de musique. Alors, comment est-ce que c'est venu, ça? Ah, ça, c'est venu au cégep. Ben, voyons donc. Oui, à l'époque, on avait été voir un spectacle. OK? C'est un groupe irlandais qui s'appelait Bard à l'époque. OK?
Puis moi, je jouais pas des os, je jouais pas de bombarde, je jouais rien. Sauf que j'adorais cette musique-là. Parce qu'on pouvait danser, puis on avait beaucoup de plaisir. Fait que c'est à partir de Bard, il y avait un des musiciens, lui, il jouait du tambour, OK? Puis, quel autre instrument aussi qui jouait? Plusieurs types d'instruments. Oui, à percussion, un peu des os. Ouais. Des bones, ce qu'on appelle en Irlande, ils appellent ça des bones, ça. C'est des os. C'est jouer les os avec les mains, tu sais. Fait que le gars, il jouait du tambour et il jouait des os. Fait que moi, ça m'a interpellé. Il dit, waouh, faut que je me trouve des os. Hein? Fait qu'il essaie de trouver des os, va dans une boucherie, réussit à trouver des os, fait des os. Ah oui. Marquait pas trop. Puis là, à un moment donné, je descends à Gaspésie, puis là, mon père avait tué un orignal, puis j'avais demandé de me garder les côtes. Les côtes. Ouais. Fait que là, arrive, les côtes sont là, fait que c'est tous des grands bouts, je me mets à taponner ça, à scier ça, la longueur. Essai-erreur, hein? Ouais. Plusieurs shots, sabler, puis bouillir longtemps pour faire durcir là. Puis en fin de compte, ça a marché pour les autres. Sauf qu'il n'y a pas de boran, de tambour à maillotche, là, ça, tu trouves pas ça chez Canadian Tire, là. Fait que là, de fil en aiguille, je me souviens pas exactement, mais je rencontre un gars qui s'appelle Daniel Roy, qui est reconnu comme un porteur de tradition au Québec. Puis lui, il connaissait M. Adrien Dubuc. OK? Parce qu'il avait déjà, à l'époque, il avait acheté ça dans les premiers que M. Dubuc a fait. Donc, si on remarque réellement, il a la forme d'un œuf, il n'est même pas rond. Donc, c'est dans les premiers qu'il a fait. Donc, c'est un tambour artisanal. Artisanal qui est fait par M. Adrien Dubuc. De Saint-Raymond. De Saint-Raymond, exact. Et ce tambour-là était utilisé pour la musique, évidemment, jouée dans le comté de Portneuf. Là. Cet instrument-là a servi sûrement là, pendant une bonne période à faire la danse, OK? Parce qu'il se faisait beaucoup de danse. Puis à l'époque, je sais que M. Adrien Dubuc jouait avec quelqu'un qui commençait à ressortir, qui était M. André Olin. Okay? Oui, bien sûr, violonneux. Violonneux du comté de Saint-Basile. Fait que un personnage que moi-même j'ai connu très bien, mettons. Même qui est venu chez nous une couple de fois. Parce que, en tout cas, on ferait d'autres choses. Mon collègue qui est là, on a du vécu ensemble. C'est bien ça. Fait que oui, c'est ça. On voit que le tambour veut jouer tout seul, là. Ça fait que ça sonne comme une tonne de briques. C'est à fait pour danser. Donc, ça, c'est plus feutré. Ça a besoin de micro pour performer un peu plus, tu sais. Alors que ça, là, non. Ça, tu varves, puis bang! Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro. Hein. Non, il n'y avait pas de micro. Les gens faisaient de la musique dans des maisons. C'est ça, à Et proximité. puis, il n'y avait pas de... comme ici aujourd'hui. Il y avait le piano, il y avait les instruments. C'était à la bonne franquette. Ils n'utilisaient pas les pots de chèvre comme en Irlande et ces endroits-là. C'était vraiment des pots de veau mort-nés où plus elle était mince, plus elle sonnait forte. Ah oui? Ouais. Fait que en séchant, ben là, le son s'amplifie de beaucoup. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'était idéal pour les veillées de danse, ces modèles-là. D'où on voit que c'est d'un premier essai qu'il a fait, mais qui a fonctionné pour moi pendant des années. J'ai joué 20 ans avec ça, moi. Et vous l'avez eu comment? Vous avez été voir M. Dubuc? C'est, comment il s'appelle? Daniel Roy, OK? Oui. Je suis allé avec lui, puis il dit, on jasait, puis il dit, on va aller voir s'il en a à vendre. Fait qu'on est allé rencontrer, il n'y en avait pas à vendre, OK? Fait que Daniel Roy, il dit, ben là, dis-moi, je m'en sers pas ben. Fait qu'il me l'a vendu pour 50 $. Et c'était Daniel qui avait ça? Il avait eu ça d'Adrien Dubuc, il avait été le voir je sais pas quand, là, mais il avait réussi à l'acheter. Fait qu'il me l'a revendu, moi, 50 $. Fait qu'à l'époque. Du jour au lendemain, j'ai tombé avec ce type d'instrument. Et la maillotche, il y a une maillotche spéciale, je ne l'ai pas avec nous le matin. Ouais. C'est une maillotche qui s'attache sur le pouce, puis qui joue comme ça. Là. Bon. C'est une vieille méthodologie de façon de jouer qui était à l'origine la façon de jouer. Lors de précédentes entrevues, on a parlé avec M. Gaétan Morissette de Portneuf, qui avait justement une mailloche avec une petite corde. Oui, j'en ai une à la maison, j'ai pas pensé de l'amener. On va placer les images à l'écran, on a pris des images de tout ça. Donc c'est bien. Fait qu'à ce moment-là, vous aviez votre premier tambour et là, vous aviez votre inspiration au cégep. Là, vous étiez prêt à apprendre. Oui, apprendre. Puis là, de fil en aiguille, ben là, il y a le rêve du diable, il y a des groupes qui ont sorti. Puis là, il s'est créé des petits groupes à Québec
Et j'ai eu des amis, on s'est mis à jouer ensemble pour le fun, ce qu'on appelle des jams. Oui. Fait qu'il y en a eu beaucoup, ça. Fait qu'on se réunissait, puis c'est là que l'apprentissage s'est fait pour moi et mes amis aussi, au fur et à mesure que ça évoluait, mettons, dans la dextérité. Toujours sur une base de musique folklorique. Toujours. 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 Donc, il n'y a pas de musique moderne, de musique, on peut dire, c'était ça, c'était la base du folklore comme tel, que vous aviez un attachement particulier pour ça. Oui. Avec des amis. C'est ça. Par contre, la méthodologie avec le push, j'embarquais pas vraiment avec ça parce que j'avais vu l'Irlandais jouer, hein, le groupe de bardes. Puis là, il jouait pas ça de la manière comme on joue, il tenait pas la maillotche. La maillotche, il la tenait comme ça. OK. Comme ça. Fait que ça, c'est un modèle qui ressemble à beaucoup d'autres, là, mais c'est vraiment la posture, c'était ça ici. Comme ça. Qu'on faisait aller la maillotche au lieu de complètement à l'inverse, le pouce par en bas. Faire jouer, c'est plus le rythme 3 temps, 4 temps. Avec, quand on utilise ce type de tambour-là, on ne peut pas faire beaucoup de fions qu'on appelle. Alors qu'avec ça, on peut faire des roulements un peu plus. T'sais. Donc, c'est la base, là, c'est la maillotche comme telle C'est qui ça. Dirige la manière. Oui, c'est ça. L'instrument, il évolue encore. Puis il devient de plus en plus performant. Okay? Puis les maillotches, ça évolue à une vitesse grand V. J'en ai une vingtaine ici, tu vois, des modèles comme ça. J'en ai un paquet. SRA, ceux-là, c'est moi qui les ai faits. J'en ai fait à travers ça beaucoup. On va y revenir. Ben, Monsieur Claude Mimot, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, merci.